bonjour, bienvenue à tous. Première journée, premier talk. Alors, on va parler de Cassandra et de microservices de manière évidente. Alors, parmi vous, on va jouer au jeu des questions pour commencer. Qui connaît déjà Apache Cassandra? Ok, gardez la main levée. Qui sait pourquoi ça s'appelle Cassandra? Ouais. On a quand même quelques réponses. Ok. Bon, la petite histoire d'entrée. Donc, Cassandra, elle a été créée il y a une dizaine d'années maintenant par deux ingénieurs de Facebook. Et en fait, dans la mythologie grecque, Cassandra, c'est la fille de Priam, roi des Troyens. Et Apollo, dieu de la beauté, il tombe amoureux de Cassandra. Et donc, il lui donne le don de prévenir l'avenir. Mais Cassandra, de son côté, elle n'est pas amoureuse d'Apollo. Alors, Apollon, il est embêté, il ne peut pas défaire ce qu'il a déjà fait. Après tout, c'est un dieu, il a créé quelque chose, il ne peut pas l'enlever. Alors, il le change. Et en fait, Cassandra est connue comme la personne qui est capable de voir l'avenir, mais personne ne la croit. C'est ce qu'on appelle la malédiction de l'oracle. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Alors, je me présente, je m'appelle Cédric Lunven, je suis développeur advocate à DataStax, donc développeur et advocate. Donc, mon but, c'est de faire comprendre aux développeurs à quoi ça sert Cassandra, en leur donnant des outils, des applications de référence, des démos et du conseil, quand est-ce que ça fait du sens de l'utiliser et quand est-ce qu'il faut mieux éviter de l'utiliser, tout simplement. Donc, il y a 6 ans, j'ai créé un framework Java, open source, qui s'appelle FF4J, Feature Flipping for Java. Le principe, c'est d'activer ou désactiver des fonctionnalités à chaud dans votre application, sans avoir besoin de la redémarrer, ou activer des fonctionnalités pour une sous-population, des personnes avec un rôle, ou suivant vos règles particulières. Et je suis aussi contributeur sur le framework qui s'appelle Jhipster. Donc, à lui, vous lui donnez vos entités et vos relations, et il va vous générer une application fonctionnelle avec le back-end en Java et le front-end en JavaScript avec plusieurs technologies disponibles, React, Angular, Vue.js maintenant. Voilà. Et bien sûr, moi, je suis plutôt sur la partie Cassandra. Et en tant que développeur advocate, j'ai eu l'occasion de faire quelques conférences cette année, de faire un petit peu le circuit français au-delà, où j'ai donné des conférences sur les microservices, sur les API et sur Cassandra. Alors aujourd'hui, voilà ce que j'ai prévu. Comprendre les cas d'usage de Cassandra pour que vous vous rendiez compte, est-ce que sur ces cas d'usage, ça fait du sens de faire du microservice ou pas? Je pense que la plupart, vous avez déjà mis en œuvre des microservices, donc ça fait une bonne idée pour voir si ça fait du sens. Après, on prend la position inverse. On a une architecture microservice. Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que Cassandra, ça fait du sens dans ce sens-là? Et voilà, une fois qu'on s'est posé et on a trouvé des cas d'usage qui font sens pour les deux, on regarde comment on les implémente. Et après, je vous donne des tonnes de ressources pour faire des photos avec des exemples fonctionnels, pour faire des copier-coller, parce que c'est important de savoir faire du copier-coller quand on est développeur. Alors, Cassandra est une base de données NoSQL distribuée. Le mot le plus important de la phrase, c'est distribué. Vous pouvez installer Cassandra sur un seul nœud. Techniquement, ça va marcher. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, un ABAC dans votre tête, vous pouvez dire que sur un nœud Cassandra, vous mettez à peu près 1 teraoctet de données et jusqu'à 3000 transactions par seconde et par corps. Donc sur des machines de 8 corps, on est sur 20 à 24 000 transactions par seconde. Mais comme je disais, ça ne fait pas de sens de l'installer sur un seul nœud, c'est distribué. Donc l'idée, c'est bien d'aller installer Cassandra sur plusieurs nœuds. Et tous ces nœuds, ils communiquent les uns aux autres avec un protocole qui s'appelle le gossiping. Et dans ce protocole, il n'y a pas de master. C'est du peer-to-peer. Tout le monde parle avec tout le monde. Ces nœuds, on peut les regrouper de manière logique dans quelque chose qui s'appelle un data center ou un ring. Voilà à quoi ça ressemble. Alors maintenant, voyons voir, c'est quoi les cas d'usage. Première caractéristique de Cassandra, c'est si tu as besoin de plus de capacité, tu rajoutes des nœuds. Si tu as besoin de plus de throughput, tu rajoutes des nœuds. Et j'ai masqué le nom des autres bases de données, peu importe. Ce qui est important, c'est de voir comment évolue la courbe bleue, enfin les barres bleues. C'est à peu près une des seules bases de données qui scale comme ça de manière linéaire. Alors scale jusqu'à quel point? C'est bien de citer les géants du web, les gros, hein, parce que, bon, par exemple, chez Apple, tout ce qui commence par iPhone, etc., s'appuie sur une persistance
Cassandra, pardon. Ils ont 12 pétaoctets en ligne et ils ont 175 000 nœuds de Cassandra. Instagram, ils ont à peu près 100 000 nœuds et Uber, 75 000 nœuds. Bon, c'est des chiffres qui ont été donnés cette année à une grosse conférence Cassandra sur Washington en mai. Donc, c'est des choses qui ont été données par les gens en interne. Ce pas des choses qu'on donne sinon. Donc, voilà, c'est pour bien comprendre que la première famille de cas d'usage de Cassandra, scalabilité. Vous avez gros volume, grosse fréquence. Plus vous en avez, plus ça fait du sens pour garder des requêtes temps réel. Si vous avez des tout petits volumes de données, restez avec SQL, Postgre, MySQL, très bien. Cassandra, c'est pour le gros volume, grosse fréquence. Alors, la base de données est distribuée, mais c'est assez important de comprendre que même si vous créez une table, comme vous voyez ici, bah même la table, il y a certaines colonnes qui vont coder pour ce qu'on appelle une partition key, à ne pas confondre avec une primary key, une clé primaire. Et cette partition key, en fonction des valeurs qu'elle va avoir, donc, ça va générer des partitions. Et donc, même pour une table unique, voici comment c'est stocké dans Cassandra. Donc, vous vous rendez bien compte que quand vous faites un select étoile dans une table dans Cassandra, c'est lent, ce n'est pas fait pour. Vous faites un full scan de votre cluster. Vous allez renvoyer une requête sur tout le monde. Donc, voyons voir ce qu'on fait avec. Alors, la donnée est distribuée, on peut se dire, bah, de quelle manière on distribue les données dans notre anneau là. On peut commencer en se disant, bah, de manière arbitraire, je choisis de mettre la première lettre de la partition key qui code pour le nœud dans lequel je vais atterrir. Donc on a des ranges de valeurs de cette partition key. Même avec notre tout petit premier exemple avec 10 valeurs, on se rend bien compte que la plupart des données sont sur le même nœud. Alors ce qu'on veut, c'est avoir de la donnée uniformément distribuée pour que tous les nœuds travaillent à peu près en même temps. Parce que s'il s'avère que tous les données sont sur le même nœud, on est sur un hotspot, Dataskew pour les gens en Spark, et c'est le même nœud qui fait tout. Alors l'idée, Cassandra va prendre ces valeurs de ces partition key et va les hacher. Donc, le principe d'une fonction de hachage, c'est bien d'éviter les collisions et de distribuer au maximum les valeurs. Et on va fabriquer des tokens. Donc, dans une table, on peut avoir jusqu'à 2 puissance 63 ou moins 2 puissance 63 moins 1 lignes. Donc, ça en fait des lignes, et qui sont les nombres de tokens. Voilà. Alors vous allez me dire, ben oui, mais on n'a rien changé. On a juste pris des valeurs, on en a fait des tokens. S'il s'avère que tout le monde a le même token, ça ne change rien. Oui, alors l'idée aussi, c'est qu'au lieu d'utiliser des gros nœuds, comme vous voyez là, on rajoute une capacité qu'on dit vNode, virtual node, où chaque nœud se comporte comme plein de petits nœuds virtuels dans cette distribution de tokens. L'idée, c'est que chaque nœud a une portion équivalente de la donnée. Et comme je vous disais, ça fonctionne table par table. OK ? Alors pour la suite, je vais considérer que chaque nœud est responsable d'un range de tokens. C'est simplifié, hein. Comme je vous disais, normalement, chaque nœud a plusieurs ranges de tokens pour une seule table. On va travailler comme ça. Alors j'arrive avec mon application, je veux écrire de la donnée dans Cassandra. Il n'y a pas de master, et ce qui est bien, c'est que je peux contacter n'importe lequel des nœuds. Donc j'arrive, j'ai une donnée, je vais hacher la partition key, j'obtiens un token, ici c'est 59, et je tape sur le premier nœud à côté de moi. Ce nœud va devenir ce qu'on appelle un coordinateur node pour la requête. Et bien comme ce n'est pas lui qui est en charge de cette donnée-là, il va la pousser vers ce qu'on appelle le réplica node, et la donnée va arriver dans le réplica node. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, pour que chaque nœud soit responsable de son range. Maintenant, la donnée, elle n'est pas seulement distribuée, elle est également répliquée. C'est ce qu'on appelle le replication factor. Donc, si je vous dis replication factor 2, la donnée est disponible 2 fois, donc au moins sur 2 nœuds dans le cluster. Et donc, quand j'arrive et que je veux écrire une donnée, le coordinateur node, cette fois, il va la pousser vers 2 réplicas. OK ? La bonne pratique, c'est d'aller jusqu'à 3, et on va voir juste après pourquoi. C'est surtout un nombre impair qui est intéressant. Donc, on va envoyer la donnée, cette fois, dans 3 réplicas. OK, on est content. Donc, je vous ai dit, il n'y a pas de master. La donnée, elle est répliquée. Donc, ça va assez facilement, on comprend assez facilement que, du coup, vous pouvez perdre n'importe lequel des nœuds, c'est pas grave.
Deuxième famille de cas d'usage de Cassandra, les environnements hostiles, où vous pouvez perdre n'importe lequel des nœuds, le réseau, tout ce que vous voulez, vous arrêtez, vous upgradez. Voilà, Cassandra, c'est prévu pour. On peut perdre les nœuds peuvent être indisponibles, c'est pas grave. Donc ce qui se passe, c'est que le coordinateur Node, lui, il va envoyer dans les 2 réplicas qui sont disponibles. Et il va se rendre compte, le troisième n'est pas là, donc il va stocker dans son fichier interne ce qu'on appelle un int indendoff, la valeur. Et quand le nœud il revient, eh ben, on va streamer les transactions qu'il a manquées et il va se mettre à jour tout seul. Pas de problème pour éteindre un nœud, redémarrer, ce genre de choses. Maintenant, si votre nœud il est éteint pendant une durée qui est définie par défaut à 2 heures, bah, ce indendoff, on ne va pas le garder éternellement, le nœud est considéré comme perdu. Et donc là, vous avez le choix. Soit vous redistribuez les tokens sur les nœuds qui restent, soit vous mettez un nouveau nœud fraîchement et lui dites bah, joins-toi au cluster et il va récupérer les données qui sont censés récupérer. C'est même plus simple d'aller redonner un nœud frais après 2 heures, ça dépend du volume, que réessayer de rattraper les 2 heures et de faire plein de comparaisons pour voir si elles étaient là ou pas. Au choix, c'est possible. Voilà. Haute performance, on ne peut pas perdre de données. Alors, Cassandra est un système distribué et il y a un théorème dans les systèmes distribués qu'on appelle le théorème de CAP qui dit que dans un système distribué, spécifiquement distribué, on ne peut pas assurer les 3 capacités en même temps. Disponibilité, network partition tolerance et consistance. Donc, de manière évidente, la disponibilité, juste avant, vous comprenez, on peut perdre n'importe lequel des 2, on est vraiment disponible avec Cassandra. Partition tolerance, ça veut dire si vous perdez le réseau. Donc il y a une partition du réseau, 2 portions du cluster se retrouvent isolées. Et si vous étiez en master slave, bah dans ces cas-là, il y a une élection de master dans la partie du réseau où il n'y avait pas de master. Et quand on retrouve le réseau, on se retrouve avec 2 masters, c'est ce qu'on appelle un split brain. Et on a un petit souci pour réconcilier, ou il faut réconcilier. Cassandra n'a pas ce problème-là, donc on est partition tolerance. Donc on est AP ou AP en anglais. Maintenant, comme on ne peut pas assurer les 3 en même temps, bah, la consistance, il va falloir la gérer. Et cette consistance, elle est configurable. Et configurable requête par requête. Alors je vous montre. On reste dans la même configuration, Replication Factor 3. J'arrive avec mon coordinateur, j'envoie la requête à 3 nœuds. Alors j'ai mis les nœuds ici en violet, ça ne se voit pas. C'est pas très bien, mais on va supposer qu'on doit écrire sur ces 3 réplicas-là. Mais en fait, le client, lorsqu'il écrit dans Cassandra, il va dire combien de temps je dois attendre avant que tu me rendes un acknowledgement, avant que tu me rendes la main. Donc s'il dit one, ça veut dire pour le coordinateur, tu as besoin d'attendre un seul acknowledgement d'un seul réplica et tu retournes au client. Donc ça, c'est super rapide. Cas d'usage, IoT, il faut aller très vite, il faut cruncher de la data, avec des tonnes, de centaines de milliers d'écritures par seconde. Maintenant, les 2 autres réplicas vont se mettre à jour de manière asynchrone, ils vont arriver, c'est pas de souci. Par contre, le client n'a pas attendu pour voir que les 3 sont à jour. Donc là, vous êtes eventually consistent pendant les quelques millisecondes, le temps que ça se réalise. Deuxième famille de cas d'usage, le client peut dire « Ah, mais moi maintenant, ce que j'ai envie, c'est d'avoir la majorité des nœuds. » C'est ce qu'on appelle un quorum. Et on revient avec ce facteur de réplication impair. C'est plus facile d'avoir une majorité avec un facteur impair. Ça marche aussi avec du pair, mais alors du coup, si vous avez un facteur de réplication 4, il vous faut 3 nœuds qui répondent. Du coup, ça ralentit pour pas grand-chose. Et en plus, vous répliquez votre donnée une fois de plus. Vous perdez de la place, alors que finalement, dans la gestion de la consistance, ça n'aide pas beaucoup. Donc, quorum, vous attendez la majorité des nœuds. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que si vous lisez et exactement au même moment vous écrivez et au moment où vous lisez la même donnée, supposons que le premier client il écrit dans les 2 nœuds du haut et que la personne qui vient lire lise dans les 2 nœuds du bas. Quorum, donc c'est au moins 2 sur 3. Quand on va venir lire les 2 nœuds du bas, on va bien se rendre compte qu'il y a un problème parce qu'il y en a un qui est à jour et l'autre qui n'est pas à jour. En fait, c'est la dernière écriture qui gagne. Donc le client, quand il lit, il saura qu'il doit prendre cette valeur-là parce que c'est la dernière qui a été mise à jour. Et donc, même si on est eventually consistante, si on positionne un niveau de consistance assez haut,
on peut être ce qu'on appelle strongly consistent. On est sûr de lire tout le temps la dernière valeur. Et la petite formule pour ça, c'est de dire si votre niveau de consistance en écriture plus le niveau de consistance en lecture est supérieur au replication factor, vous êtes bon. Donc là, c'est 2 sur 3 plus 2 sur 3. Voilà, tout ça fait 4. On est plus grand que 3, on est bon. On est strongly consistent. Quand je vais lire, j'aurai toujours la dernière version. Même si c'est eventually consistent. Dernier niveau de consistance existant, c'est ce qu'on appelle all. Donc là, cette fois-là, on est consistant, comme son nom l'indique. On veut que tous les nœuds nous répondent pour donner l'acknowledgement au client et dire « OK, tu peux y aller ». Cas d'usage, la market data le matin ou de la donnée qui ne bouge pas, vous faites une seule écriture en consistency level all, qui est peut-être lente. Et après tout le reste de la journée, tout le monde veut venir faire du read avec consistency level 1, parce que all c'est 3 sur 3, 1 c'est 1, et vous êtes plus grand que 3, donc 3 plus 1, 4, vous êtes plus grand que 3, vous êtes bon, vous êtes strongly consistent. Maintenant, on se rend bien compte, là on est consistant, on est content, mais on ne peut pas faire les trois en même temps. Là on n'est plus disponible. Et oui, parce que si vous perdez n'importe lequel des nœuds, maintenant la requête ne peut pas aboutir. Vous êtes consistant, vous n'êtes pas disponible. Voilà. Donc c'est une consistance qui est comme ça, qu'on peut tuner requête par requête. Alors j'avance dans mes cas d'usage Cassandra. Je vous ai parlé beaucoup d'anneaux. Il se trouve que dans un cluster Cassandra, vous pouvez avoir plusieurs anneaux. La communication entre anneaux, ça fonctionne pareil que la communication entre les nœuds. Ça veut dire que je peux très bien aller installer un anneau aux États-Unis, un anneau en Europe, un anneau en Asie, et je peux faire de la lecture et de l'écriture de partout, et c'est la base de données qui réplique. Si la bande passante, elle n'est pas géniale, c'est pas grave, la réplication, elle est asynchrone. Et c'est vous, lorsque vous écrivez, vous dites quel niveau de consistance je veux. Est-ce que je veux local quorum? Seuls les nœuds qui sont dans le data center, le anneau qui sont proches de moi, doivent avoir la majorité. Each quorum, je veux que tous les anneaux aient ce quorum, ou quorum, donc je prends la majorité sur la globalité des nœuds. Vous n'êtes plus, vous, obligé de copier la donnée suivant les régions. C'est la base qu'il fait. Ça fonctionne sur le WAN, c'est sécurisé, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, peut-être pour ça que des gens comme Uber ou des global compagnies avec des agences partout dans le monde utilisent ça pour distribuer un référentiel client. Vous faites une course Uber aux États-Unis, prenez l'avion, vous arrivez en Europe, vous voulez que votre compte soit à jour. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont leur référentiel de course avec un cluster qui est multi-anneaux, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et pourtant, vous avez des temps de réponse qui sont bons parce que, a priori, dans l'application cliente, vous avez indiqué je privilégie l'anneau qui est proche de moi et s'il n'est pas là, par load balancing, je vais chercher les autres. Ce qui est vrai de manière géographique est aussi vrai de manière technique. Vous pouvez très bien installer un anneau on-premise et des anneaux sur les différents cloud providers. En plus, il se trouve que Cassandra est disponible sur les différents marketplaces. Alors, vous pouvez soit démarrer vous-même les machines et faire les installations, soit utiliser la marketplace pour le faire. Comme ça, vous avez une couche de données unique disponible à travers plusieurs clouds. Et on est sur du temps réel. Alors bon, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles plusieurs équipes ont choisi des cloud providers différents dans la même compagnie. Mais sachez que là, voilà, la réplication, elle est faite pour vous. Et c'est Cassandra qui l'a fait. Donc Cassandra, elle associe à des types de cas d'usage de type hybride cloud, voilà, des nœuds on-premise, des nœuds dans le cloud, ou multi-cloud. Et donc là, vous avez plusieurs cloud providers. Alors ça peut fonctionner sur le WAN en mettant des IP publics, ou ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on fait du VPC peering, où quand même les anneaux ont l'impression d'appartenir au même réseau, sous-réseau. Alors tout ce que je vais vous expliquer là, c'est pour arriver à la slide d'après, qui est maintenant, quand est-ce que vous voulez utiliser Cassandra ou pas. La scalabilité, ça nous amène à des cas d'usage, très grosse écriture, très grosse lecture. C'est pour ça que vous entendez peut-être que Cassandra est performant en écriture. C'est ce qu'on appelait les architectures SMAC. Donc, vous savez, pour Spark, Mesos, AK, Cassandra, Kafka, tout ce qui est
Fast Data Layer, quand on parlait encore de lambda architecture il y a quelques années. Voilà. Cruncher la donnée dans Cassandra, très bon cas d'usage. Donc pour les écritures, Event Streaming, Internet des objets, 5G, Log Analytics, tout ce qui est time series. Parce qu'il se trouve que dans Cassandra, je vous ai montré, on a des tables, vous avez un schéma. Donc là, on ne parle pas JSON, hein, ce sont des tables avec un schéma. Et ben, les tables pour les time series, ça matche pas mal avec la façon de requêter Cassandra. Parce que ça se distribue bien sur les différents nœuds. Et vous, souvent, vous voulez tracer une courbe qui correspond à un seul capteur en particulier. Donc vous allez faire une requête where qui vous emmène sur le bon nœud. Et ce nœud contient toutes les données pour votre capteur. Comme ça, vous tracez rapidement. Également, tout ce qui est lecture rapide. Donc là, caching. Comme je disais, hein, le matin, on fait une écriture en consistency all. La donnée est disponible partout dans le monde. Market data, données référentielles, la donnée qui ne bouge pas en intraday, les prix, ce genre de choses. Et après, on peut y aller, quoi. On peut venir interroger ça super fort voilà, en temps réel. Il y a même une option dans Cassandra qui dit « je ne veux pas persister la donnée ». Et donc là, vous êtes full in memory et on passe de 3000 transactions par seconde à voilà, monts et merveilles qu'on peut vous montrer dans les benchmarks tant qu'on a suffisamment de mémoire et de CPU. Mais qui, en termes de persistance de base de données, ne sont pas vraiment représentatifs. Mais voilà, Cassandra a également un mode in-memory qui dépote. Deuxième famille de cas d'usage, on ne peut pas perdre la donnée. Donc no transaction loss, et on veut des systèmes responsives qui répondent toujours en un temps constant. Donc je ne vous cache pas que souvent, ce qui impose aux gens de rajouter des nœuds dans un anneau, c'est à cause du volume. Parce que 1 Tera par nœud, avec un facteur de réplication 3, ça fait 300 gigas de données utiles. Souvent, on commence un cluster en prod avec 3 nœuds. Donc on a 333 x 3, on retrouve notre Tera de données en ligne disponible sur 3 nœuds. C'est petit pour Cassandra, on commence comme ça. Et puis après, c'est plutôt le volume qui vous force à rajouter des nœuds, pas tant que ça le throughput. Parce que le throughput, vous êtes déjà à 20 000 transactions par nœud. Sur tout le cluster, ça fait 60 000 transactions secondes. Ça commence déjà à taper. C'est plutôt le volume. Donc responsive time, oui. Vous avez a priori toujours suffisamment de threads dispo pour répondre en temps constant. Il n'y a pas de query plan à se poser des questions comment Cassandra va exécuter la requête. Toujours pareil. Je prends la clause where, je hash, ça me donne un token, je sais dans quel nœud aller et je commence à scanner ce nœud-là et je te réponds. Voilà. Il n'y a pas de join de toute façon. Donc c'est simple et le temps de réponse constant. Voilà, on tag and trace, j'en donne. Cassandra, c'est du temps réel. À l'inverse, ça a des job MapReduce qui aiment bien manipuler des gros volumes de données. Là, on cherche vraiment du temps réel, de la milliseconde. Et donc, par-dessus, on peut tout à fait créer une couche d'API, des applications de type CRUD, tout type d'applications customer-facing. Enterprise Data Layer, j'en dis juste un mot. Lorsque vous avez des jobs MapReduce et que vous voulez restituer la donnée aux applications en amont, soit vous utilisez ce qui est dans la stack Hadoop, à savoir HBase. Nous, ce qu'on voit aussi, c'est que vous pouvez utiliser Cassandra pour faire ça, parce que non seulement il y a beaucoup de drivers pour beaucoup de technologies différentes, mais en plus, Cassandra scale. Donc en fonction du volume que vous voulez restituer, des fois sur HBase, avec le name node, qui est un peu le SPOF chez HBase, il a un peu du mal à assurer les requêtes, et Cassandra peut lever cette contrainte et vous permettre d'aller au-delà. Voilà. C'est ce que nous, on appelle EDL, ou Enterprise Data Layer. Et la dernière, je pense que j'ai assez passé de temps sur le côté distribué, donc de manière globale ou de manière hybride ou multi-cloud, technique ou géographiquement. Voilà, donc ça c'est un bon slide. Voilà le panel des cas d'usage Cassandra. Est-ce que ça fait du sens ou pas? Et encore une fois, on a un schema, c'est pas schemaless, donc voilà, il faut le savoir. On peut rajouter autant de colonnes qu'on veut dans une table, à la volée, mais c'est pas schemaless. Alors voilà, donc ça, c'est Cassandra. Et on peut se dire, maintenant, quels sont les cas d'usage où je verrais bien du microservice? Finalement, il y en a quand même pas mal. Hein. Tout ce qui est application, customer facing, EDL, même l'event streaming pour faire des microservices orientés événements. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que parmi la famille des cas d'usage qui font du sens avec Cassandra, il y en a quand même pas mal où également le microservice fait du sens. Donc, vous voyez ça? SARD. Vous allez peut-être voir au stand DataStax qu'on utilise
CARDS, l'acronyme CARDS. Donc ça reprend les trois que je vous disais et on rajoute contextuel. Parce que avec Cassandra, il faut connaître ses requêtes. Souvent, on fait une requête, une table. Parce que dans la closeware, on va hacher, on va aller tout de suite au bon endroit pour récupérer le nœud. Il y a des optimisations, mais par défaut, une requête, une table. Et on duplique la donnée quand on a plusieurs requêtes sur la même table, plusieurs tables, quand on a plusieurs requêtes sur la même donnée. C'est pas grave de dupliquer. Vous voyez que Cassandra, elle a des tonnes d'espace disponible. Et la consistance, bah, c'est eventually consistante. Voilà, c'est ça la logique de Cassandra. Voilà, donc comme maintenant on est à peu près tous au même niveau sur quand est-ce qu'on pourrait utiliser Cassandra, passons à la partie microservices. Et là, je vais faire mon vieux baroudeur, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais j'ai 15 ans d'architecture derrière moi. Et je vais vous refaire un peu, pour les jeunes, l'historique de ma vision de pourquoi on est arrivé aux microservices. Alors, tout commence il y a des millions d'années où on avait des applications monolithiques avec les IHM, la business logic et le data interface. Mais tout le monde sait bien que ça ressemblait plutôt à ça dans la vraie vie, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une application monolithique. Et si on n'a pas quelqu'un qui est là depuis le début du projet, ou qu'on a dépensé des fortunes sur une cartographie, voilà. Ça ressemble à ça. Alors, première étape de l'architecture, on prend un grand couteau et on coupe en couches. Donc on dit, on va mettre les IHM quand même de leur côté, les user interface. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'équipe dédiée. Mais on va quand même mettre des binaires dédiés, des runtimes dédiés pour le back-end, front-end, back-end. Et si on a de la chance, dans le back-end, on a déjà commencé à découper la logique métier des accès à la donnée. Mais si on a de la chance. Et on utilise les bases de données relationnelles pour faire tout. Pour faire du temps réel, OLTP. Alors dans ma tête, une base de données relationnelle OLTP, c'est 10 000. Le hit ratio, c'est 10 000. Au-delà, passer plutôt à du NoSQL. Donc on s'en sert pour faire de l'OLTP. Et on s'en sert aussi pour faire du OLAP. Donc tout le monde du data warehouse, où cette fois on passe sur des modèles en étoiles, on fait des jolis data warehouse et des data mart. Voilà. Étape 1, on est en couche, on est content, début des années 2000. Deuxième, on prend le couteau de l'architecture et cette fois on coupe dans l'autre sens. Donc maintenant, au niveau des IHM, on est passé à le nouveau grand terme à la mode, c'est multicanal. Et en poste, même certains disent transition numérique. Je ne vais pas utiliser mon anglais. Transition numérique, ça veut dire quoi? Adapter les usages aux utilisations. Une IHM pour chaque besoin. Voilà, boum, on a coupé. Donc on a les UI mobiles, les UI web, les UI et les apps dédiés à chaque application. Au niveau du back-end, on commence déjà à découper. Pas grand domaine métier. Alors la SOA, avec un grand S. Et le bus de message USB, alors les anciens s'en souviennent. Hein. Donc, on cache tout le plat spaghetti dans l'ESB. Voilà. On dit que c'est super bien. Et après, on met des services en dessous. Et pour les bases de données, on commence déjà à spécialiser. Donc, il n'y a plus que le modèle relationnel. On a bien des bases NoSQL. Donc, NoSQL, ça peut être du orienté colonne, comme Cassandra, du document avec le JSON, du graph, du key value. Mais en fait, chaque type de NoSQL a sa propre force et on adapte en fonction du cas d'usage qu'on a. Et enfin, on a le data lake. Ma foi que je pourrais faire encore plus gros. Il n'y a pas de place sur la feuille où on se dit tout le reste, on le met dans le data lake et on verra bien ce qu'on fera avec. Non? Et 5 ans plus tard, on se dit on commence à faire des trucs, mais il y a quand même pas mal de trucs où on ne s'en sert pas quand même. Et arrive maintenant l'aspect moderne. Alors, j'ai pris le terme All Things Distributed parce que c'est comme ça que Werner Vogel, le CTO d'AWS, a nommé son blog. J'aime bien ça. Donc, on a repris un couteau et là, on y va à la sauvage. En haut, on coupe, en bas, on coupe, au milieu, on coupe. Donc, en haut, on coupe. Donc, cette application web qui était dans le meilleur des cas une single page application, on était en JavaScript, on était super bien, on la coupe encore maintenant. Hein. Donc maintenant, SPA, ça suffit pas, quoi. Maintenant, c'est micro front-end. Donc on découpe avec des morceaux d'application dans le front, ce qu'on appelle des web components. Et on ne se suffit plus pour aller taper plein de services qui sont derrière. On a nous-mêmes notre propre back-end, application front. Hein. Maintenant, on est toute une équipe front.
Donc, plutôt qu'avoir un gros USB qui fera la composition des services dont j'ai besoin, et j'ai jamais le bon service dans ce bus-là, il faut toujours que je refasse, je vais créer les miens et je vais faire une couche back-end for front-end, donc c'est un back-end plutôt orienté JavaScript, qui va venir faire la composition, l'agrégation et tout ce qui va bien pour que finalement, au niveau le front du front, on n'ait que la donnée nécessaire, on a économisé le réseau, on a optimisé les requêtes. Quand on fait des API, le GraphQL, qui marche très bien dans tout ce qui est JavaScript et le monde du front, pourquoi ? Parce que BFF, c'est vachement bien, c'est vachement adapté à du GraphQL, quoi. Parce que vous allez requêter que ce que vous avez besoin, afficher que vous avez besoin, et vous allez avoir un endpoint qui, même s'il n'est pas forcément versionné, monitoré, comme vous pouvez avoir avec le reste, il sert de toute façon juste à être interrogé par les frontaux. Sur la partie microservices, donc là on a coupé à la hache, donc on a explosé ces services en microservices, un runtime par fonction autonome, et tout ce qui est fonction technique, on essaye de les mettre sur les côtés. Donc on met un proxy, l'API Gateway pour faire monitoring, throttling, sécurité, voilà, pour que vraiment le microservice il soit simple et rapide. Et puis après, pour assurer une scalabilité, parce que maintenant ce qu'on veut c'est faire scaler ce microservice de manière unitaire, voilà, on met du service discovery, pour que quand quelqu'un doit venir interroger ce service, il va d'abord taper le discovery, et il sait combien il y en a, et il va savoir faire la requête. Distribute tracing, containerisation. Et au niveau des bases, la grande promesse, c'est une base par service. J'y reviens. Mais on a vraiment bien spécifié, spécialisé. Là, j'ai encore redécoupé. C'est vrai que le TSDB, il marche très fort cette année, donc Time Series Database. On retrouve le graphe, RDBMS, document, KV, colonne. Je pense maintenant on a une bonne compréhension du type de base et du cas d'usage. Et alors, est-ce qu'on en a fini avec le plat de spaghetti, d'après vous ? Bon, alors ça, c'est les microservices chez Netflix, et l'autre, c'est les microservices chez Monzo. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux-là? Je ne les ai pas pris par hasard. Les deux sont backés complètement par Cassandra. Donc, il y a quand même moyen, probablement, de faire du microservice avec Cassandra. Alors, le microservice, je vais montrer des petits points. Je vais aller assez vite pour dire les principes des architectures microservices, parce que je n'invente rien. Vous voyez, je mets la source, là, c'est le bouquin de Sam Newman, Building Microservices, qui vous dit que non seulement c'est un morceau de software tout petit, autonome, qui scale par lui-même, mais l'idée derrière, ce n'est pas que l'aspect technologique, il faut l'automatiser, il faut tout décentraliser. Il faut cacher les implémentations, isoler les fonctionnalités, déployer et scaler de manière autonome. Hautement observable, il faut bien savoir ce qui se passe, sinon on n'est pas capable de dessiner ça. Et construire des modèles métiers autour de ces choses-là. Pour arriver sur un discours qui est assez bateau, faut le dire, sur les microservices. Alors pourquoi on en fait réduction des coûts, réduction des risques. Avec ce couple-là, on est sûr gagnant. Voir le CEO, réduction des coûts, réduction des risques, on gagne à tous les coups. Donc design plus simple, rapidité de développement, scaler uniquement le nécessaire, donc on réduit les coûts forcément. Réduction des risques, chaque service est redondé, donc si on perd le service, c'est pas grave. On a mis toutes les parties techniques dans des composants externes, donc le service lui-même, il est super simple à implémenter. En plus, maintenant, vous avez des frameworks sur étagère tout fait. Je vous ai dit, moi, je suis plutôt Java, mais donc vous avez Spring Boot, Micronaut ou Quarkus. Vous prenez ces trois-là, vous l'importez dans votre projet, il y a déjà 80% qui est fait, quoi. Il y a juste qu'à configurer un petit peu l'API REST et un petit peu le service et on est bon. Voilà, donc sécurité, monitoring, tracing. Mais après, sur les autres langages aussi, Django monte pas mal parce que Python monte pas mal. Voilà. Alors les inconvénients, microservices, c'est pas pour tout le monde. On a gardé notre plat de spaghetti, donc il faut savoir gérer ce déploiement automatisé. Voilà, tout cet aspect complexité et communication interservices. Mais peut-être plus aussi que faire à propos de l'orchestration. Maintenant, on a une transaction métier, attention le grand mot, qui a besoin de faire plusieurs écritures ou faire intervenir plusieurs microservices. Alors on fait quoi? Comment on les orchestre? Comment on fait cette transaction distribuée avec plusieurs microservices?
Bon, full disclosure, hein, c'est quand même pas si évident que ça. Hein. Il n'y a pas de two-phase commit dans le monde des microservices. Ils ont essayé avec SOAP, ça n'a pas marché très bien. Voilà. Donc, voilà les microservices. Encore une fois, une dernière, je m'appuie sur un livre, donc Pattern de microservices. Pas besoin de lire tout dans les détails. Donc, quand vous voulez implémenter un microservice, voici toutes les choses que vous voulez considérer. Première famille, c'est tout ce qui est l'observabilité. Donc, l'audit, l'agrégation, la métrologie, le health check, le distributed tracing. Tout à l'heure, je vous ai dit que Cassandra, c'était un cas d'usage qui était pas mal pour la time series. Donc, autant, bien sûr, vous pouvez utiliser les standards, les Prometheus, Grafana, les bases de cette famille-là. Mais Cassandra fait également du sens pour venir stocker tout ce qui est time series à long terme. Quand vous avez besoin de distribuer tout ce volume-là, voilà, Cassandra peut répondre. Donc voilà, juste un point rapide en disant que tout ce qui est observabilité, cette persistance, ce stockage, c'est des cas d'usage et des formats de données qui font du sens. Deuxième famille, c'est pour le testing. On est entre développeurs. Donc dans Cassandra, vous avez la totale. Hein. Vous avez Cassandra Unit pour démarrer du Cassandra en mode in-memory et faire des tests. Vous avez même avant un truc qui s'appelle Simulacron qui vous permet de simuler comme s'il y a vraiment un Cassandra qui répond, mais les appels sont bouchonnés. Donc test unitaire, test d'intégration, test de perf. Il y a des plugins Gatlin pour simuler les workloads Cassandra. C'est important parce que quand on travaille avec Cassandra, c'est pas si évident de faire le tuning à la fois sur le volume que ça va vraiment prendre parce que Cassandra compresse les données sur disque ou le throughput qu'on va vraiment atteindre parce qu'en fonction de la taille de vos partitions, ça peut prendre du temps ou pas. Donc c'est toujours bien d'aller bencher avant, bencher. De toute façon, toujours bien d'aller bencher, mais bencher une prod avant, sur infrastructure ISO à la prod avant d'aller aller en prod, ça fait du sens. Et il y a tout ce qu'il faut dans le Cassandra. Mais alors c'est surtout une base de données par service qui m'intéresse. Parce qu'effectivement, vous pouvez vous dire, OK, tu m'as dit qu'une base Cassandra, ça ne fait pas de sens s'il n'y a qu'un nœud. Donc déjà, on part avec 3 nœuds. Et tu veux me mettre 3 nœuds par service? Là, on ne va plus vraiment réduire les coûts. Bon, ce qu'il faut bien comprendre quand on dit une base de données partagée par service, la donnée, ça ne veut pas dire une installation dédiée de la base de données. Avec Cassandra, sur un seul cluster, vous pouvez d'abord ségréguer par anneaux. Vous savez, il y a plusieurs anneaux. En fait, quand vous créez une application, vous allez définir un keyspace, qui est l'objet de plus haut niveau, et dedans, vous allez mettre des tables. En fait, ce keyspace-là, vous dites sur quel anneau il vit. Donc déjà, par microservice, boum, avoir son keyspace pour savoir où il vit. Après, ensuite, je vous ai dit en termes de modélisation, une table, une requête. Mais comme un microservice, globalement, il répond qu'à une ou deux requêtes, il a ses propres tables. Donc vous avez aussi une deuxième ségrégation au niveau des tables. Et vous pouvez aller aussi faire une troisième ségrégation, parce que dans Cassandra, vous avez le RBAC. Rail, Base, Access, Control. Voilà. Tu es un mec métier, tu vois certaines colonnes et pas d'autres, tu vois certaines lignes et pas d'autres. Et là, vous allez me dire, ah bah oui, ok, d'accord, bon, ils sont isolés. Par contre, ils utilisent la même infra, les mêmes ressources. Donc si ça tombe, il y a un impact. Mais regardez, vous pouvez perdre n'importe lequel des nœuds, c'est pas grave. Donc ce risque-là, il est globalement très mitigé, dans le sens où votre service, il est tout le temps disponible, quoi. Même si le nœud tombe. Même si l'un des microservices met une forte charge sur le cluster, grosso modo, il s'en sort bien, quoi. Voilà, premier message. Deuxième message, comment on fait les transactions, on ne va pas tout lire, comment on fait les transactions distribuées, Cassandra? Ou transactions distribuées avec les microservices. On n'est pas acide. Donc atomique, consistant, isolation, durability, donc on n'a pas de transaction acide. Et on passe du mode acide au mode base, donc basic availability, soft stake, eventual consistency. Vous avez peut-être entendu parler de CQRS, d'event sourcing, où lorsqu'on lit la donnée, on va lire les différents événements qui se sont passés et on va reconstituer l'état final pour dire voilà ce que ça doit être, event sourcing. Et l'idée, c'est que vous pouvez faire plein d'écritures de la même donnée. Vous êtes idempotent quand vous avez ce type d'architecture en termes idempotent.
Donc alors voilà, vous allez partir avec ça. Moi j'aime bien faire que quand vous êtes en microservice, vous augmentez l'entropie de votre système parce qu'il y en a partout. Et vous augmentez aussi le pH. Voilà, vous passez de quelque chose qui est acide à quelque chose qui est base. Si vous avez fait un peu de chimie lorsque vous étiez en première, voilà, c'est un petit clin d'œil. Après on s'en souvient bien, quoi. Au niveau de la consistance entre la donnée, comment ça fonctionne dans les microservices? C'est également comme Cassandra, eventually consistant. Donc vous pouvez faire soit un orchestrateur qui va dire « toi je te mets à jour, toi je te mets à jour, toi je te mets à jour ». C'est quoi? C'est un coordinateur, c'est la même chose. Ou vous pouvez faire de proche en proche, on s'envoie des événements les uns aux autres. Et vous voyez que ça s'approche des sagas. Donc Cassandra et DataStax aiment les microservices. Voilà. Parce qu'on approche les mêmes cas d'usage, parce qu'on a la même idée et parce qu'on attache les mêmes types de formats de données. Alors, DataStax est connu dans le monde de Cassandra pour avoir implémenté les drivers, des drivers open source, des drivers entreprise. On peut faire une tonne de choses avec les drivers. Et donc, c'est avec ça qu'on va implémenter un microservice par-dessus Cassandra. Alors, on a tout un workflow qui dit « je pars du MCD et de vos requêtes », parce qu'une requête égale une table, sur le site academy.datastax.com. Et là, vous avez tout le workflow pour ce qu'il faut faire pour aller jusqu'à construire le modèle de données. Parce qu'il ne faut pas penser en relationnel. Vos requêtes égale des tables. Alors, une fois qu'on a le bon modèle, on écrit le microservice avec les drivers. Alors, je mets le client, l'API, le driver et Cassandra. Première façon de fonctionner, synchrone. Je lui passe les paramètres, je prépare le statement, j'envoie la requête, je récupère le résultat, je parse le résultat. Bon, requête reply, voilà quelque chose de très simple. C'est quoi le problème avec cette requête? C'est qu'elle est synchrone et que tout ce temps-là, on est bloqué. Donc avec les drivers, on n'est pas obligé de rester dans ce mode synchrone. Premier mode disponible, asynchrone. Oh non. Là, je vous ai bluffé. Donc cette fois, on va préparer les paramètres, les envoyer, et ce qu'on récupère, c'est un completion stage. Donc, OK, c'est en train de tourner, tu vas recevoir une notification lorsque j'ai fini. Cette notification async result set, vous la récupérez. En fait, ce qui se passe, c'est que vous recevez une notification lorsqu'il a fini de traiter la première page. Parce que toutes les requêtes sont paginées dans Cassandra. Et puis après, vous pouvez aller chercher la 2, la 3, la 4. C'était pour éviter les select étoiles dans la table et faire des out of memory. Bon, alors le problème avec ça, si vous avez déjà travaillé un petit peu en asynchrone, c'est que lorsque vous avez plusieurs requêtes imbriquées, ça fait des gros arbres, parce que dans le when complete, quand on doit récupérer ce qui s'est passé, en fonction si c'est bien passé ou pas bien passé, on a tout un arbre de possibles à faire. On peut faire mieux. On peut faire mieux que l'asynchrone. Et donc, c'était jusqu'à présent uniquement dans le driver entreprise. Ça rejoint le driver open source le mois prochain. C'est l'aspect réactif. Donc maintenant, vos requêtes aussi avec le driver Cassandra sont réactives. Et donc, cette fois-là, vous allez exécuter la requête, vous allez obtenir un flux. Après, vous allez lancer la souscription. C'est vraiment la spécification RxJava, RxJava, spécification de Rx. Et cette fois, vous allez exécuter et vous allez recevoir des callbacks, non pas par page, mais pour chaque record. Et chaque fois qu'il y a un nouveau record qui arrive, tac, 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 vous avez une notification. Vous êtes complètement en mode event-driven. Et la beauté de la chose, c'est qu'il y a un push, il y a une back pressure. Si vous n'arrivez pas à suivre, on ralentit pour vous. Mais sinon, on vous balance des événements un par un, quoi. Donc voilà, donc, sur la même infra, on arrive à faire des choses plus sympas, quoi. Alors, le driver, il ne faut pas le configurer n'importe comment. Il faut faire attention au load balancing. C'est le driver lui-même qui va load balancer entre les différents réplicas. Il faut lui dire quel est le data center qui est proche de lui pour limiter la latence. Et surtout, dans votre application, vous fermez la session quand vous fermez l'appli. Parce que ce que fait le driver, c'est qu'il ouvre des sockets TCP sur chaque nœud, parce qu'il fait du health check, il fait plein de choses. Et si vous fermez comme ça, n'importe comment, les sockets TCP restent ouverts. Il y en a plein.
Mais soyons propres. Il faut vraiment faire un close de la session lorsque vous ne l'utilisez pas. C'est stateful. Cette session est stateful. Et comme au démarrage, vous établissez une connexion TCP sur chaque nœud, sur chaque réplica, bah, imaginez que vous avez un cluster de 1000 nœuds, ce qui n'est pas du tout déconnant, et que vous avez une batterie de 1000 microservices en face. Si vous éteignez les 1000 microservices parce que c'est l'instance du MEM et que vous les redémarrez tous ensemble, bah, tous ensemble, ils vont se remettre à ouvrir 1000 TCP connexions sur les nœuds. Donc ça commence à faire beaucoup de volume. Donc l'idée, quand vous faites une montée de version du microservice, vous faire du rolling upgrade. Comme ça que vous en éteignez un, vous le redémarrez, il se redémarre, il réétablit les sessions. Et puis comme ça, de proche en proche. Parce que si vous faites bing bang, ça peut prendre un peu de temps jusqu'à que le service redevienne fonctionnel parce qu'on a 1000 microservices qui chacun doit avoir 1000 connexions. Alors, comment ne pas parler de microservices sans parler container? Donc, container Kubernetes, évidemment, c'est très bien pour le monde du stateless. Hein, je pense que maintenant, ça ne fait plus débat, fin 2019. Pour tout ce qui était une base de données dans les containers / Kubernetes, c'était un petit peu plus délicat. Parce qu'on ne voulait pas, si vous voulez, que quand un nœud tombe, Kubernetes dise « Oh là là, ce nœud Cassandra, il est tombé, je le redémarre. Je redémarre le pod. » Bah non, malheureux, parce que peut-être que les autres sont en train de faire du incident off, parce que peut-être qu'il faut le laisser tomber, peut-être qu'il y a des opérations de faire avant de le ramener. Et donc pour tout ça, dans le monde Cassandra, il fallait avoir un opérateur, donc quelque chose qui vient dire à Kubernetes dans quel sens, dans quel ordre et à quel moment effectuer les différentes opérations, et aussi effectuer des choses globales sur le cluster. Donc tout ce qui est... des choses globales sur le cluster, donc tout ce qui est backup, restore, ajouter un nœud, supprimer un nœud. Voilà, autant de fonctionnalités d'administration qui sont disponibles comme ça au terme d'opérateurs. Donc DataStax a lancé un opérateur la semaine dernière pour les distributions Cassandra DataStax, mais vous les avez là. Voilà. Alors maintenant, plein de choses. C'est le moment de sortir les téléphones pour faire plein de photos. De toute façon... vous avez plein d'exemples disponibles en ligne de microservices sur Cassandra. Donc, il y a une application de référence qui est écrite en Java, C#, Python et Node, avec le front et le back. Vous voyez, c'est un clone de YouTube. Avec tous les patterns que je vous ai montrés, ils sont là, ils sont dispo. Donc, GitHub Killer Video ou killervideo.com. Je ne vous mens pas, hein, c'est vraiment une architecture microservice qui ressemble à ça, avec les services ici, puis après il y a plein de morceaux partout, et DataStax qui est là. Des exemples. Donc, je vous ai dit que je vous ai fait quelques conférences cette année un peu en France. Là, vous avez un exemple. Alors, c'est du Java, je suis Java. Vous avez du REST, du gRPC, du GraphQL. Il y a un talk qui dit quand utiliser quoi. Un Kafka, des serverless et du réactif. Donc, avec ça... je pense que vous gagnez au moins 2 semaines au démarrage du projet. Alors après, vis-à-vis de la base, avec DataStax, on fournit plein d'images Docker pour que vous puissiez comme ça commencer à l'utiliser sans avoir rien besoin d'installer. Mais on a également lancé apollo.datastax.com, qui est Cassandra as a service dans le cloud. Et il y a un free tiers perpétuel pour les développeurs. Donc vous allez là, vous enregistrez, vous cliquez. Et vous avez un Cassandra 3 nœuds disponible pour vous. Aujourd'hui, c'est une bêta qui est open. Donc vos clusters sont en vie pendant 72 heures. Mais voilà, le Q1 2020, ça va être GA. Et vous allez avoir toujours votre free tier qui est assuré. Voilà, avec notamment les outils comme le studio, avec des notebooks pour venir travailler au-dessus de Cassandra, comme ça, sans avoir même besoin de développer. Dernière petite ressource que j'ai pour vous, on maintient un site qui s'appelle community.datastax.com. En fait, il faut comprendre Stack Overflow for Cassandra. Okay, vous venez, vous posez vos questions, donc c'est un clone de Stack Overflow, vous venez, vous posez vos questions sur Cassandra, on est toute une équipe à répondre. Il n'y a pas besoin du support DataStax pour ça, c'est un support qu'on fait à la communauté. Donc vous voyez bien que de tout ce que je vous ai donné, c'était très Cassandra, pas du tout volonté de vendre DataStax. Maintenant, chez DataStax, on fournit une version
de Cassandra Open Source avec du support. Et on fournit une version DataStax Entreprise avec Cassandra et plein de choses autour pour limiter les limites, enfin pour essayer d'aller au-delà des limites de Cassandra, que ce soit en termes de performance, en termes de requêtage. On a mis Apache Solr pour faire du search, on a mis Spark pour faire du compute, et on a une base de données graph pour refaire des joins dans Cassandra. Et tout ça est aussi disponible en image Docker. Vous pouvez tester autant que vous voulez. Il n'y a aucune licence technique qui vous limiterait pour le tester. C'est juste en production, vous nous passez un petit coup de fil pour vous mettre d'équerre et c'est tout. Voilà. Merci. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je vais mettre toutes les slides et les exemples si vous n'avez pas eu le temps de prendre des photos. Voilà. Merci.